Un coach à la une. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une association qui fait appel à des coachs qui acceptent bénévolement de faire des accompagnements. Certains parlent alors de coaching solidaire, de coaching citoyen, voire humaniste. Il y a plusieurs dénominations. Les objectifs, à vrai dire, sont multiples. Permettre l'accès au coaching à des personnes qui n'en ont pas les moyens, mieux faire comprendre ce qu'est le coaching et souligner l'impact positif qu'il peut avoir dans notre société, et donner aux coachs l'occasion d'avoir une action participative et ainsi de défendre certaines valeurs. Cet épisode sera le premier d'une série intitulée « Engageons-nous » et j'ai le plaisir de donner la parole à une jeune association, Codico, dont la vocation est d'accompagner les personnes réfugiées pour leur donner les clés et les codes de l'accès au marché de l'emploi en France. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Un coach à la une. Vous le constaterez avec moi, le coaching bénévole est intéressant car les coachs qui donnent de leur temps apprennent beaucoup de cette expérience. Si à l'issue de l'entretien l'aventure Codico vous intéresse, rejoignez-les, que vous soyez coach ou que vous ayez l'envie de contribuer, ils seront ravis de vous accueillir. Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching. Bonjour à tous les deux, Cécile Pierrat, tu es présidente et cofondatrice de l'association Codico, et Françoise Coty, tu es coach professionnel et coordinateur du collectif des coachs chez Codico. Alors pour commencer, Cécile, peux-tu nous expliquer l'origine de l'association ? Codico, c'est une jeune association qui est implantée en Île-de-France, à Tours et à Strasbourg aujourd'hui. Pourquoi j'ai cofondé Codico en rentrant en France après de nombreuses années à l'étranger ? C'était en fait, il y a 4 ans, une époque qui coïncidait avec la crise des réfugiés syriens, des vagues de migration qui arrivaient depuis 2015. Codico signifie code en grec, parce que je souhaitais justement, en arrivant en France, que les personnes salariées ou des citoyens français puissent transmettre aux personnes réfugiées qui obtenaient leur statut, les codes socio-professionnels pour qu'ils puissent justement s'insérer dans leur pays d'accueil. Mais je souhaitais également que les personnes qui allaient réaliser cet exercice de transmission, donc à savoir les citoyens ou les salariés français, puissent s'ouvrir à l'autre. Le code Codico, c'est co et éco 2 fois, donc c'est le binôme. François, tu as rejoint plus récemment l'association, je crois. Il y a 2 ans, j'ai rejoint l'association à Tours en tant que jeune entrepreneur. Je cherchais à mettre mes compétences de coach au service d'une association. Et de fil en aiguille, je suis rentré en contact avec Codico, d'abord comme connecteur. Connecteur chez Codico, c'est une sorte de médiateur qui va avoir à cœur que le binôme entre le réfugié bénéficiaire et le salarié accompagnateur fonctionne correctement. Donc ça a été mes premiers pas. J'ai accompagné également Milena sur le retour d'expérience des salariés, notamment en utilisant l'animation déléguée. Je suis revenu en région parisienne et c'est là où j'ai proposé à Cécile et également à Mathilde Patoureau, qui gère cette partie du coaching, pour voir en quoi et comment le coaching pouvait avoir une place au sein de l'association. Alors Cécile, quelle est la raison d'être de Codico ? La raison d'être, elle est belle et elle est simple. C'est de contribuer à notre niveau à une société plus inclusive, qui mette en valeur toute la richesse de la diversité. Codico, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une solution innovante RSE qui est donc proposée aux entreprises pour permettre aux salariés collaborateurs de pouvoir s'engager dans une action impactante qui a un impact sociétal. C'est un programme donc structuré d'accompagnement de personnes réfugiées. Alors, qu'est-ce que c'est une personne réfugiée ? On peut fantasmer, c'est très stéréotypé. Une personne réfugiée, en fait, c'est une personne qui demande l'asile à la France. Et une personne réfugiée, quand elle arrive en France, elle maîtrise pas les codes. Elle maîtrise pas les codes socio-professionnels, elle a pas de réseau, elle a une maîtrise de la langue française qui est très relative souvent. Elle a un projet professionnel qui est pas toujours très cadré. Souvent, si la personne a des expériences dans son pays, elle va vouloir évidemment retrouver son métier en France, mais c'est pas toujours possible. Donc c'est un projet qui est pas toujours réaliste et qui nécessite un accompagnement pour optimiser ses chances de retrouver un travail. Les personnes réfugiées, en fait, pour pouvoir s'insérer, vont vraiment avoir besoin de reprendre confiance en elles et surtout d'être accueillies en tant que professionnels. Et du coup, les salariés qui vont les accompagner vont leur permettre de donner vie à ces projets. Et c'est ça qui est important, en fait. Quand on parle de personnes réfugiées, on a vraiment l'image du migrant qui arrive sur un bateau. Une personne réfugiée, c'est un professionnel comme toi et moi qui a des envies, qui a des projets, qui a envie de se reconstruire en France. Et c'est ça Codico. Donc c'est de lui donner la chance de pouvoir s'insérer en France le plus vite possible, parce qu'on sait qu'une personne réfugiée peut mettre jusqu'à 5 ans si elle n'a pas d'accompagnement spécifique. Et
essayer de redémarrer dans sa vie et puis de se reconstruire, quoi. Alors donnons peut-être un chiffre, il y a environ 120 000 demandes d'asile chaque année en France, c'est cela ? Il y a à peu près 120 000 demandeurs d'asile et il y a un bon 30%, je dirais, qui obtiennent l'asile. Il y a à peu près 40 000, 45 000 personnes réfugiées qui obtiennent protection internationale tous les ans. Comment peuvent-ils entendre parler de l'association Codico, en fait ? Il y a tout un écosystème, ce qu'on appelle l'écosystème de l'asile, qui sont les partenaires associatifs de Codico, qui vont accompagner les personnes réfugiées sur d'autres volets, qui vont aiguiller leurs bénéficiaires vers Codico. Ensuite, on commence à avoir des liens assez poussés avec les institutionnels, comme Pôle emploi. Donc, un conseiller Pôle emploi qui connaît l'initiative Codico va nous orienter aussi des personnes. Il y a les réseaux Facebook. Les personnes réfugiées, elles sont souvent, en fait, sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes par nationalité. Donc, on peut poster, en fait, notre programme et du coup, ils entendent parler de Codico. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les accompagnateurs sociaux dans les centres d'hébergement, à la mairie. En Île-de-France, on a 2 promotions de 30 binômes tous les 6 mois. Et puis, on a une promotion de 20 binômes à Tours et à Strasbourg tous les 6 mois. À quel moment avez-vous décidé d'inclure le coaching et pourquoi donc ? Les salariés, c'est des accompagnateurs, mais c'est pas des professionnels de l'accompagnement. Et on s'est rendu compte que parfois, l'accompagnement, il était compliqué lorsque le projet professionnel de la personne n'était pas clair. Ça pouvait entraîner des incompréhensions de la part du salarié, parfois même des tensions au sein du binôme. Et le salarié, quelque part, il se sentait fragilisé dans sa capacité à pouvoir accompagner cet autre. Et donc, on s'est dit que la solution, ça serait le coaching. Et François est arrivé. François ? Les coachs sont présents depuis le début de l'aventure Codico. Ils ont eu des responsabilités variées, des apports autour de la formation, d'ateliers de développement personnel, ou même dans le rôle de connecteur, qui est un rôle de médiateur, donc assez proche en fait de la posture de coach. Donc nous sommes convaincus du fait que le coaching a sa place, et en même temps il faut le faire pas à pas, et en respectant les bénévoles qui s'investissent. Comme le disait Cécile, on a identifié le fait qu'un dispositif pouvait s'arrêter ou ne pas aller jusqu'à son terme parce que le projet professionnel n'était pas suffisamment clarifié au départ. Donc l'idée, ça a été de proposer un coaching flash. Alors le terme est peut-être pas heureux, en tout cas dans la profession où le temps est un élément très important dans le fait que le changement prenne. Et en même temps, et ça c'est un enseignement du confinement, je me suis rendu compte que même en 1 heure et demie, on arrivait à avoir des résultats extrêmement intéressants et de la matière pour permettre la clarification d'un projet professionnel. En 90 minutes, qu'est-ce qui est demandé au coach justement ? Le coaching flash intervient juste après le co-diagnostic. Ce co-diagnostic est fait entre les équipes de Codico et les réfugiés bénéficiaires et consiste à préciser un projet professionnel, voire 2, voire 3. L'idée étant de se focaliser sur le projet principal en ayant une sorte de checklist qui permet de dire où on en est pour permettre la réussite de ce projet. Donc ça, c'est, je dirais, la partie technique, la partie émergée de l'iceberg sur le projet professionnel. Le travail du coach va être de faire en sorte de rendre robuste cette demande et d'aller voir en quoi cette demande est essentielle pour le réfugié, parce que ça va être son moteur, ça va être le moteur pendant 6 mois, malgré les barrières de la langue, les barrières des codes professionnels. On va aller chercher cet essentiel et on va aller chercher cette motivation à travers en quoi c'est un défi. Alors un défi dans le plaisir, l'idée c'est pas de se faire mal, c'est pas une obligation, mais bien d'être dans cet enthousiasme de l'aventure professionnelle et de voir en quoi des moyens peuvent être développés. Alors les moyens qui sont intrinsèques aux réfugiés, et ces moyens, ils peuvent le puiser également dans le parcours qu'ils ont eu. Il y a des éléments traumatisants et difficiles, mais il y a également toute cette résilience, cette force qui peut faire la différence entre un réfugié et quelqu'un d'autre. Et puis bien entendu, il y a les moyens qui sont du ressort des alliances que le réfugié va faire, notamment avec Codico, mais pas que. Et donc le but, c'est de faire émerger des autres alliés qui peuvent aller accompagner ce réfugié. Du coup, ça correspond en quelque sorte au stretching de la demande. Selon les écoles, ça s'appelle plus ou moins différemment, mais ça correspond à cette phase qui est tout au début du coaching, de l'accompagnement. On essaie d'identifier quelle est concrètement cette demande. Et si éventuellement, il n'y a pas une demande sous-jacente d'ailleurs. Exactement. Donc comment faire passer d'une demande officielle, qui est plutôt technique, à une demande cachée, qui va être du ressort plus du relationnel. Alors effectivement, stretching de la demande, cadrage de la demande. La volonté qu'on a eue, c'est pas de privilégier une école de coaching en particulier, mais bien d'avoir des coachs de différents horizons. Et donc une richesse, là aussi, une diversité.
c'est un dispositif qui est testé. Donc vous allez le tester, ce coaching flash de 90 minutes, qui intervient en début d'accompagnement juste après le co-diagnostic. J'imagine que si vous faites un bilan dans 3 mois et que vous identifiez un besoin d'un accompagnement un peu plus long, c'est envisageable. Oui, effectivement, on est dans une démarche toujours d'apprentissage et d'innovation chez Codico. On a mis en place un dispositif, on va le tester, on va l'évaluer, et puis ensuite on verra si on modifie certaines choses. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes réfugiées accompagnées par Codico ? Les personnes réfugiées, déjà, elles maîtrisent pas toujours la langue. Donc, on sait combien la langue est importante pour pouvoir se sentir bien dans un pays. Ensuite, elles connaissent pas, en fait, les codes du marché du travail. Donc, comment on fait pour retrouver un travail. Souvent, les personnes qu'on accompagne, qui arrivent dans nos entreprises partenaires, c'est la première fois qu'elles mettent les pieds dans une entreprise française. Et puis, qui a souvent un parcours de l'exil qui fait qu'elles n'ont pas travaillé depuis un certain temps. Elles ont perdu énormément confiance. C'est vraiment ça, en fait, la plus grosse difficulté. Notre travail, c'est de leur redonner confiance parce que cette confiance, en fait, leur permettra de travailler sur un projet et puis de pouvoir se projeter dans quelque chose qui leur conviendra. François, côté coach ? On a fait un travail, pas plus tard que cet après-midi, avec les pairs qui souhaitent participer au dispositif. Et il est apparu un certain nombre de prérequis, notamment dans la phase de pacte, qui est la phase où on va définir un certain nombre de critères sur lesquels on souhaite converger. Un premier critère, qui est un critère de structuration, c'est d'être dans la confrontation. La confrontation, c'est de se donner l'autorisation de ne pas être d'accord avec quelqu'un, de le verbaliser, mais de le verbaliser de manière bienveillante. Et ça, c'est un prérequis pour que les choses puissent changer. S'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de dialogue. Le deuxième élément, c'est d'être dans la présence. Et la présence vis-à-vis de personnes qui ont plein de choses dans la tête, voire des questions purement et simplement de survie, d'être capable d'avoir un toit au-dessus de leur tête à un moment donné. Et donc pour les personnes réfugiées, c'est comment la présence va être à la fois quelque chose d'important pour le coaching, mais également de rassurant. À partir du moment où on est là, on oublie pendant un certain laps de temps ce qui se passe ailleurs. Un autre élément du pacte qui est plus sur la permission, c'est oser dire. C'est un point qui a été relevé, la difficulté d'oser verbaliser une demande. Ce qu'on a relevé également, et je pense que ça c'est un point commun à l'accompagnement général de Codico, c'est l'attention à la langue pour accompagner les personnes réfugiées. Et donc il y a cette capacité et cette volonté de parler doucement, de reformuler et s'assurer de la bonne compréhension de ce qui est dit dans les deux sens. On a relevé également que les personnes réfugiées avaient une tendance à l'autocensure. Le rôle du coach, ça va être de creuser pour déceler les envies réelles de la personne coachée, d'aboutir au projet professionnel qui aura été décelé lors de la phase de co-diagnostic, mais également l'envie d'être accompagné, qui sont deux choses différentes. Il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir de la timidité, et une certaine forme de passivité qui rejoint ce que disait Cécile, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont un parcours, parfois du combattant, pour arriver à avoir un statut de personne réfugiée. Et donc, le propos du coach, également dans cette phase de coaching flash, va être d'encourager la mise en action. J'imagine que la sélection des coachs est un moment clé. Donc comment se passe justement la phase de recrutement des coachs bénévoles et qui adhèrent à l'association et qui donc sont volontaires pour accompagner des personnes réfugiées dans le cadre de Codico ? Premier levier de sourcing des coachs, c'est le réseau Codico, puisque les coachs sont présents depuis le début de l'aventure. Il était assez facile de leur demander de venir participer à cet élan, sachant qu'ils étaient déjà complètement acquis à la cause Codico. Le deuxième, ça a été le réseau de Cécile, et également le mien, avec une idée qui était d'avoir des coachs certifiés. Et cette certification était importante parce qu'on est dans un dispositif à la fois pilote, sur lequel on a un temps court, et également le fait qu'on est bien sûr du coaching et on peut se faire rattraper par une posture de thérapeute, ce qui n'est pas le propos. Et donc ça nécessite une certaine pratique. Vous demandez aussi à ce que les coachs qui interviennent soient supervisés. C'est indispensable. Et donc les coachs sont soit affiliés à l'ICF, soit affiliés à l'EMCC, qui sont des organismes représentatifs sur lesquels repose une déontologie, une éthique du coach, sachant qu'en plus on est dans le bénévolat, donc on n'est pas là pour faire du business. On est là pour offrir du temps dans une logique citoyenne et d'apprentissage aussi, d'une manière différente de pratiquer le coaching. Mais j'imagine qu'il y a une phase aussi d'apprentissage, de formation, ou en tout cas où vous leur mettez le pied à l'étrier en leur donnant les tenants, les aboutissants, le vocabulaire, comment ça se passe, etc. Nous nous sommes réunis et il y a eu à la fois un passage d'informations sur ce qu'est Codico et les spécificités de ce coaching, et ensuite il y a eu un travail de fait sur l'utilisation de ce cadrage de la demande
et en quoi on pouvait le transformer, l'utiliser, le modeler pour le public des personnes réfugiées avec un mot d'ordre qui est le pragmatisme et la simplicité. Et ce que je trouve très intéressant et apprenant, c'est que ça nous oblige à revenir à l'essence même de notre travail, qui est de toucher à l'essentiel. Y a-t-il des compétences ou expériences spécifiques qui sont demandées aux coachs compte tenu du profil des bénéficiaires, donc des personnes réfugiées, c'est-à-dire une capacité à travailler dans le monde de l'interculturalité, travailler éventuellement dans l'insertion professionnelle, dans la gestion des traumatismes éventuellement? Il n'y a pas de prérequis de cet ordre vis-à-vis des coachs, sachant que le présupposé, c'est que le coach, son envie, c'est d'être confronté à l'altérité. Et je dirais même, en poussant le curseur un peu loin, moins on a été confronté à l'interculturalité et plus on arrive dans un état de naïveté, d'accueil, qui fait que on a juste deux êtres humains l'un en face de l'autre. Alors rappelons qu'un coach a normalement une posture basse, ce qui favorise justement aussi cet accueil. Oui, alors la posture basse, il y a à chaque fois le rappel du cadre. Le coach est responsable du respect du cadre. Précisons ce qu'est le cadre, parce que tout le monde n'est pas coach parmi les auditeurs. Donc le cadre, c'est les conditions de cet accompagnement, c'est-à-dire la bienveillance, la confidentialité, etc. C'est ça ? Exactement. Et les éléments de structuration, de permission que j'ai rappelés tout à l'heure, et de rappeler ce qu'est le coaching, sachant que par exemple, on s'est mis d'accord sur le fait que parler de coaching n'était pas indispensable. Le but, c'est de poser le fait qu'on était là dans un moment particulier pour faire en sorte de s'assurer que le projet professionnel que la personne réfugiée avait en tête était bien ce dont elle rêvait et ce dont elle avait envie au-delà d'un aspect alimentaire. Et donc, s'agissant du français, c'est un élément important. Les coachings, les accompagnements se font en français. La langue qui est utilisée est le français. Nous sommes devant des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés pour pratiquer le français. Le fait de pratiquer le français avec ses salariés, avec le coach, avec les connecteurs, est un élément d'intégration en tant que tel. Y a-t-il des prérequis comme niveau de maîtrise minimum de la langue française pour les personnes réfugiées qui vont être accompagnées par Codico ? Donc il y a un niveau de langue minimum pour permettre tout simplement la communication entre la personne salariée et la personne réfugiée ou la personne réfugiée et le coach. On demande aussi une stabilité en termes de logement parce que on sait que si la personne n'a pas une situation en termes de logement stable, elle pourra difficilement être dans une démarche de recherche d'emploi. Et puis, on souhaite des personnes qui ont à minima une ébauche de projet. Quel est le réfugié type, la personne réfugiée type accompagnée par Codico ? C'est un homme ? C'est quelle classe d'âge ? On accompagne tout type de professionnels, que ce soit des personnes qui ont un niveau bac jusqu'aux chercheurs bac plus 8. Il n'y a vraiment pas de discrimination liée au diplôme, mais c'est vrai que quand on croise tous ces critères, à savoir critères de la langue, l'ébauche du projet, la stabilité, on se retrouve en général avec des gens qui ont en moyenne un niveau bac plus 2. Effectivement, en ce moment, on a plus d'hommes que de femmes. C'est aussi les vagues de migration, en fait. Aujourd'hui, il y a plus d'hommes qui migrent de manière isolée. Puis la femme arrive ensuite dans un deuxième temps avec les enfants. Comment garantissez-vous le sérieux de l'accompagnement proposé et en particulier celui du coaching ? On est dans un dispositif pilote, donc on a justement à cœur d'avoir quelque chose du plus sérieux possible. Donc la première des choses, c'est d'avoir des coachs qui sont supervisés. Ça, j'en avais déjà parlé. Et s'ils ne sont pas supervisés ou qu'ils suivent encore une formation type DF SSU de Paris 8, j'en parle parce que Christine Baudot fait partie du dispositif. Elle s'est engagée à superviser ses élèves qui par ailleurs ont une approche avec elle de ce qu'est le coaching bénévole. Ensuite, on s'appuie sur des méthodologies éprouvées et on a également le souhait de faire une sorte de tripartite, c'est-à-dire qu'à la fin du coaching flash, il y a un bouclage sur « nous sommes partis du projet professionnel émis lors du co-diagnostic ». Il y a eu un cheminement qui s'est fait pendant 1h30 et à l'issue de ce cheminement, il y a d'autres priorités qui ont émergé et potentiellement une demande d'accompagnement qui va dans le sens de rendre plus robuste le projet professionnel ou qui peut amener d'autres pistes. Et donc, il y a ce bouclage qui est fait pour que les personnes de Codico aient l'information de ce qui s'est joué et comment accompagner au mieux ces personnes réfugiées dans le reste du dispositif pendant les 6 mois. Alors, qu'on comprenne bien, il y a 90 minutes de coaching avec un coach donc professionnel et je crois qu'il y a un quart d'heure de bouclage avec un représentant de Codico, c'est bien ça ? Tout à fait.
Il y a la prise de temps à la personne réfugiée, il y a la prise de temps au coach, il y a toute l'organisation logistique dans un contexte qui est particulier et la volonté d'être absolument en présentiel. On a un nombre de coachs presque suffisant aujourd'hui pour pouvoir faire ce dispositif dans de bonnes conditions et en gros occuper une demi-journée d'un coach et faire 3 coachings. Et dans la suite de l'accompagnement proposé au coach, il y a également, au-delà de la supervision que chacun fait de son côté, il y aura la mise en place de co-coaching de manière à capitaliser sur les expériences que tout à chacun a eues et des difficultés éventuelles qui ont pu émerger. Donc ça, c'est les coachs qui vont se réunir avec toi, qui va effectivement coordonner pour faire en sorte que chacun exprime ce qu'il a vécu et partage ce qu'il aura mis en place éventuellement, c'est ça ? Exactement. Avec la volonté d'aboutir très certainement pour la prochaine promotion à des coachings qui viendront suite à la demande d'une personne réfugiée. Alors peut-être préciser, un accompagnement pour une personne réfugiée, ça dure combien de temps ? 6 mois ? Ça dure 6 mois, oui. Il y a 1 mois, quelque part, d'embarquement de la promotion avec l'autodiagnostic et le coaching. Ensuite, il y a la mise en relation dans l'entreprise. Avec le salarié, ils vont se rencontrer 2 fois par mois. Ils sont accompagnés par un connecteur. Et ça dure 5 mois. Et parallèlement à cet accompagnement individuel, il y a tout un accompagnement collectif avec des ateliers sur la recherche d'emploi, sur le développement du réseau, simuler des entretiens, faire une page LinkedIn, en fait, tous ces outils qui vont leur permettre de pouvoir être un bon chercheur d'emploi. Est-ce que vous auriez des accompagnements emblématiques que vous pourriez nous partager ? Il y en a beaucoup. Moi, je vais vous parler d'une histoire assez récente qui m'a touchée parce que je l'ai accompagnée justement dans l'atelier où on apprend à pitcher son projet. C'est une pharmacienne syrienne qui était la première femme directrice générale à Alep, d'une entreprise pharmaceutique. Ça m'a beaucoup touchée parce que grâce à sa persévérance, à son binôme salarié, elle a trouvé un stage dans un laboratoire pharmaceutique pendant l'accompagnement des 6 mois. Il fallait absolument qu'elle ait ce stage pour valider sa formation d'attachée de recherche clinique, puisqu'elle avait refait une formation en France. Et puis, ce qui est intéressant, et ça c'est la force de Codico, parce que c'est ces rencontres, le réseau, c'est que son profil intéresse Sanofi, qui est une entreprise partenaire, pour qu'à l'issue de son stage, elle puisse éventuellement avoir une offre d'emploi. François, côté coach ? Alors comme tu le sais, c'est un dispositif pilote, donc j'ai plutôt des exemples où le fait de ne pas avoir un projet professionnel suffisamment maturé au départ a amené à des choses ubuesques où on pouvait avoir une personne réfugiée qui changeait de projet professionnel tous les mois. Tout simplement parce qu'elle était perdue. Et la situation a été assez compliquée à remettre dans le bon sens. Au final, on n'a jamais réussi à trouver le projet, le job sur lequel il y avait une envie. Pourquoi certains accompagnements ont échoué ? Faut pas oublier qu'on est dans l'humain. Voilà, il y a des binômes où vraiment on sent une symbiose et puis d'autres où ça marche moins. Il y a des incidents aussi qui peuvent bouleverser l'accompagnement, qui proviennent d'ailleurs soit de la personne réfugiée, soit du salarié. On a eu par exemple des personnes réfugiées qui malheureusement pendant le parcours ont perdu leur logement, même si on s'assurait au départ qu'il y avait une stabilité. Donc à partir du moment où elles perdent leur logement, l'emploi ne devient plus la priorité. On a aussi des salariés, ils ont une vie professionnelle. Il y a parfois des choses qui peuvent survenir qu'on n'avait pas anticipées, qui deviennent soudainement indisponibles. Donc on va essayer de trouver un remplaçant, mais c'est pas toujours possible. Mais là, je parle de choses quand même qui sont relativement exceptionnelles. Moi, je dis souvent que l'emploi, en fait, c'est un voyage. L'objectif, en fait, c'est d'avancer dans ce voyage. Pour avancer dans ce voyage, il faut de l'accompagnement individuel, des rencontres, il faut du coaching, il faut plein de choses. Pour moi, Codico, c'est du succès puisqu'on avance dans ce voyage. Même si on n'a pas fini le voyage, on a avancé et on a gagné en autonomie pour pouvoir finir le voyage tout seul. François ? Le propos de Codico, c'est aussi de passer d'une dépendance qui peut être par rapport à des codes professionnels qui sont peu compris ou mal compris, la dépendance par rapport à un passé où parfois les personnes réfugiées peuvent mettre les salariés ou les accompagnateurs Codico dans une situation de sauveur ou carrément les accompagnateurs se mettent eux-mêmes dans une situation de sauveur. Le but, c'est de rendre la personne autonome dans sa recherche d'emploi. Pour les auditeurs qui nous écoutent et souhaiteraient adhérer à l'association, quelles sont les compétences ou profils que vous recherchez ? Alors peut-être Cécile du côté des salariés, parce qu'il y a effectivement cette dimension d'accompagnement avec un salarié qui n'est pas coach, mais qui va en binôme accompagner donc les personnes réfugiées. Et puis après, on évoquera du côté des coachs. Nous, on fait des partenariats avec des entreprises et on demande donc aux salariés volontaires de s'engager. Ça veut dire qu'on ne sélectionne pas les salariés. Toute personne salariée a sa place.
Ce qui est important, c'est que y ait une envie en fait, parce que quand on a envie, on fait bien les choses, on développe une agilité qui fait qu'on aura des bons résultats. Mais ce qui est intéressant chez Codico, c'est que tout le monde a sa place, c'est-à-dire tout citoyen bénévole qui a envie de participer au projet pour postuler selon ses envies, selon le temps qu'il a de disponible, il pourra contribuer, apporter sa valeur personnelle au projet Codico. Comme le projet se développe très vite, on va ouvrir des nouvelles villes, on est toujours en recherche d'entreprises. Si vous avez une entreprise où vous pensez qu'elle peut être sensible à notre mission, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et pareil, si vous avez une envie d'engagement pour avoir un impact sur l'insertion des personnes réfugiées, il faut évidemment nous contacter également. Du côté des coachs, François, alors quels sont les besoins ? Donc on recherche d'autres coachs, à la fois sur la partie du coaching flash, mais pour la suite du dispositif. Il faut aussi noter que les coachs peuvent être utiles en tant que coach, mais également en tant que connecteur, puisque les ressorts sont des ressorts aussi de l'ordre de la médiation, mais également en termes de formation, puisqu'il y a des formations qui sont opérées autour d'ateliers de développement personnel, sur lesquels la posture de coach peut être intéressante. Donc si, amis coach, vous avez envie de participer à cet élan et de vivre une belle aventure collective, venez. Quel est l'avenir que vous appelez de vos vœux pour Codico ? On a un rôle qui devient un peu de plaidoyer aussi, c'est-à-dire qu'il faut montrer, expliquer que l'emploi des réfugiés n'empêchera pas l'emploi des Français. Au contraire, toutes les études le montrent, le recrutement de personnes réfugiées apporte une vraie richesse. Codico est une initiative qui a beaucoup d'ambition et qui grandit très vite, puisqu'en 4 ans, on est déjà sur 3 territoires. On fait un exercice stratégique en fait pour se projeter à 5 ans et de se poser la question qui est comment avoir plus d'impact, comment pouvoir accompagner plus de personnes sur un modèle frugal puisqu'on est une association. Et on est en train de réfléchir à une démarche innovante d'essaimage à un coût moindre qui ferait appel à un dispositif de franchise solidaire. C'est ça qui est intéressant chez Codico, c'est que ça amène à l'innovation, à l'intelligence collective puisque dans cet exercice stratégique, on inclut tout notre écosystème, des représentants de coachs, des entreprises, des institutionnels. C'est un peu toute cette émulation qui fait le Codico de demain. Et du côté des coachs alors François, est-ce que tu as un vœu particulier pour Codico et la place peut-être du coaching dans cette association ? Ma conviction, c'est que le coaching a sa place dans ce dispositif, qu'on peut faire un accompagnement sur 6 mois, sur la base de la demande, et que donc l'avenir est radieux pour faire du coaching bénévole auprès de Codico. C'est envisagé. C'est envisagé. Vraiment, on a à cœur que chacun trouve sa place. Et dans le dispositif très professionnel que Codico propose, le coaching s'insère de manière naturelle. Oui, il y a un souci d'écologie, c'est ce que j'entends. Il y a un souci d'écologie et de motivation. Motivation de tout le monde. Tout à fait. Alors avant l'interview, je vous ai proposé de choisir ensemble une musique ou une chanson qui pourrait représenter l'aventure Codico. Nous allons tout de suite découvrir votre choix que vous nous expliquerez après cet extrait. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone say he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. Alors c'est évidemment Englishman in New York de Sting, sorti en 1987 sur l'album Nothing Like the Sun. Alors pourquoi ce choix pour représenter Codico ? C'est Codico en fait cette histoire, c'est respecter la différence,
C'est l'accueil dans un pays étranger, puisque cet écrivain anglais, là, Quentin Scripps, c'était une véritable icône gay dans les années 70 et s'est réfugié justement aux États-Unis où il y avait plus de tolérance. C'est aussi arriver dans un pays et puis espérer que dans ce pays on puisse se reconstruire et puis rencontrer des gens qui vont reconnaître la différence comme une richesse. C'est aussi tout l'étonnement, parce que il vit concrètement ça, le personnage dans la chanson. Il est étonné de plein de choses quand il arrive dans ce pays. Il a pourtant la même langue, c'est la spécificité dans la chanson. Il est anglais, il arrive à New York, mais il débarque, quoi. Parce que chaque pays en fait a ses codes, a sa façon de fonctionner. Bien sûr, c'est la découverte. François, tu veux rajouter un élément par rapport à ce choix musical ? Il y a des phrases comme « sois toi-même, qu'importe ce qu'ils diront ». Il parle de modestie et il parle de gentillesse. Il finit par ça d'ailleurs. Il dit finalement la valeur la plus importante c'est la gentillesse. Et moi ça me va très bien. C'est ce mot gentillesse qui peut apparaître comme bisounours, naïf. Franck Martin en parle dans son livre qui s'appelle Le pouvoir des gentils, qui est vraiment dans le cadre de l'entreprise pour le coup. Et je me dis que non, c'est pas être bisounours que d'être gentil, c'est une vraie valeur, c'est un vrai critère entre guillemets de performance. Et là on parle de projet professionnel pour les personnes réfugiées. Et c'est la base des relations de confiance et de coopération. Ça me paraît une belle fin pour cette interview. Merci beaucoup pour votre participation à tous les deux. Pour vous rejoindre, rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent visiter le site codico.fr, kodiko.fr, et faire acte de candidature s'ils en ont l'envie. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci David. Merci. Un coach à la une. Merci pour votre attention, c'est fini pour aujourd'hui. Notre série Un coach à la une est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme ou l'application que vous utilisez. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à votre propre réseau. Comme évoqué, cet épisode est le premier d'une série consacrée à l'engagement des coachs dans le domaine caritatif. Si vous êtes membre d'une association qui pourrait s'inscrire dans cette dynamique, écrivez-nous lemediadescoachs@gmail.com. Si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez maintenant vous abonner à nos 2 séries de podcasts, Un coach à la une, l'entretien thématique et pédagogique, ou bien Parcours de coach, l'entretien plus intimiste et analytique. Retrouvez un épisode de chaque série tous les mois. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.